Bonsoir et bienvenue. Au cours de notre précédente émission, nous avons étudié à la fois la doctrine de la guerre de quatrième génération et la théorie des combats des chiens. Nous poursuivons l'étude de la guerre à partir de l'initiative de paix de la Ligue arabe, toujours avec le consultant politique M. Thierry Meyssan. Bonsoir. Bonsoir. Alors, l'exclusion de la Syrie de la Ligue arabe et la mission de l'observation de la Ligue ici en Syrie est une question qui mérite d'être abordée. Qu'est-ce que vous pouvez nous parler à ce propos? La Ligue arabe n'a jamais été une instance réellement décisionnaire. C'est plutôt un forum de l'ensemble des États arabes et un forum qui, historiquement, a largement été contrôlé par les Britanniques à travers plusieurs des États qui en sont membres. Donc là, ce qui s'est passé, en fait, c'est que un petit État, mais avec beaucoup d'argent liquide, s'est offert de présider la Ligue arabe. Donc ils ont acheté leur tour. En fait, ça n'était pas à eux la présidence est tournante, mais ils ont payé pour avoir la présidence à la place d'autres. Et le Qatar, en l'occurrence, a utilisé cette présidence pour faire avancer l'agenda des Occidentaux. Donc ils ont décidé d'exclure la Syrie de la Ligue arabe. C'est quelque chose de complètement invraisemblable puisque les statuts de la Ligue ne permettent pas cela et que la Syrie est membre fondateur de la Ligue. Enfin, ils l'ont fait et il n'y a pas de recours contre cette décision. Il faut bien comprendre que à la fois le Qatar et la Syrie pensaient que l'affaire tournerait à son avantage puisque tout le monde était d'accord pour que la mission qui serait envoyée ici soit composée d'une manière neutre. Simplement, les Qataris pensaient avoir déjà lavé le cerveau des Syriens avec Al Jazeera et tout le système médiatique que nous avons étudié la fois précédente. Oui. Donc, ils pensaient qu'il n'y aurait pas de difficulté à donner une apparence de sérieux à ce que leur télévision racontait depuis longtemps. Le président Bachar el-Assad considérait, lui, que non, les Syriens, ils avaient commencé à revenir sur Terre, à se rendre compte que tout ça, c'était des inventions, et que donc la mission de la Ligue arabe verrait que c'était un montage. Alors, ensuite, une mission d'enquête a été envoyée en Syrie avec un agenda précis. Lequel? Bon, elle avait un plan très défini sur ce qu'elle devait vérifier ici. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que avant la mission de la Ligue arabe, un peu tout le monde disait ce qu'il voulait sur la Syrie, et en fait, personne ne savait quelle était la réalité. La plupart des médias prennent comme source l'OSDH là, à Londres. Mais qu'est-ce que c'est que cette organisation? On a montré qu'en fait, elle n'existait pas. C'était un monsieur dans un marchand de kebab qui écrivait des communiqués, mais qui était tout seul dans son bistrot en Angleterre. Et puis après, comme ça devenait scandaleux, on a créé une organisation autour de lui. Pourtant, il n'y a aucune différence entre ce qu'il dit avant que l'organisation existe et après. En fait, l'Observatoire syrien des droits de l'homme, ce sont quelques membres des frères musulmans en Grande-Bretagne qui reçoivent leurs informations du MI6 britannique, des services secrets britanniques. Eux, ils n'ont pas la capacité de faire ça. Mais les Britanniques ont suffisamment d'agents ici et suffisamment de moyens d'observation pour pouvoir faire tous les jours un décompte tel qu'ils l'entendent des choses. Certainement, leurs rapports secrets disent bien d'autres choses que ça, mais ils peuvent dire ça. Alors,
la mission de la Ligue arabe, c'est la première fois qu'il y avait, et il n'y en a jamais eu d'autres d'ailleurs de fois, qu'il y avait des observateurs neutres avec une capacité de circuler librement partout, et un axe, ils étaient suffisamment nombreux pour être dans plusieurs endroits en même temps. Donc si on veut savoir ce qui s'est passé, la seule organisation qui avait le moyen de le savoir en dehors de l'État syrien et en dehors de l'OTAN, c'est cette mission. Or, qu'est-ce qu'elle a trouvé? On va écouter un peu ce qui s'est passé et revenir à notre étude, disons. Dans son rapport public, la mission de la Ligue arabe observe le respect du cessez-le-feu par le gouvernement syrien. Elle confirme la liberté de manifester dans les zones tenues par le gouvernement. Elle confirme la libération des personnes emprisonnées en raison de la guerre, à l'exception de certains criminels de sang. Elle confirme le retrait des forces armées des quartiers et villes susceptibles de manifester contre le gouvernement. Enfin, elle confirme l'octroi de visas à des journalistes étrangers. Quelle était la réaction de Qatar suite au rapport de la commission d'enquête et comment l'entraînement des terroristes s'est-il fait? Bien, le Qatar au début a mis en scène tout ça, même ils avaient un membre de la mission d'enquête qui est parti en claquant la porte en disant que c'était pas possible, etc. Mais tous les autres ont dit que voilà, ce que racontait ce monsieur n'avait aucun rapport en fait avec le travail qui était fait par la mission. Bon, ils ont demandé au secrétaire général de cette mission de démissionner. C'était un Soudanais, il a refusé. Alors, il y a eu une grande campagne contre lui dans la presse occidentale. On a dit que ce monsieur était responsable des massacres au Darfour, etc. Ceci alors que le même général soudanais, le général Dabi, était considéré comme devant recevoir le prix Nobel de la paix pour avoir négocié au Qatar, il a été ancien ambassadeur au Qatar, pour avoir négocié la paix entre les rebelles et le gouvernement soudanais. Donc du jour au lendemain, celui qu'on disait être un exemple pour tout le monde est devenu au contraire un très méchant qui exterminait les gens dans son pays. Bon, puis il n'a pas voulu démissionner. Alors ce que les Qataris ont fait, ils ont envoyé une somme considérable, 2 milliards de dollars au Soudan, c'est un pays extrêmement pauvre, 2 milliards de dollars pour que celui-ci le rappelle chez lui. Et il y a donc eu la fin de cette mission, alors qu'on avait annoncé qu'elle allait continuer son travail. Le rappel de ce général a mis fin à la mission. Pendant ce temps, l'OTAN a continué à former des rebelles, entre guillemets. Je dis entre guillemets parce que dès le début, ou en tout cas clairement à partir de septembre 2011, il y a beaucoup plus d'étrangers qui portent les armes contre l'État syrien que de Syriens eux-mêmes. Mais l'OTAN s'est préoccupé de former les Syriens qu'ils avaient recrutés, souvent pour de l'argent, mais parfois pas toujours. Certains peuvent avoir fait ça pour d'autres raisons. En tout cas, la formation, on en a donné clairement au moins à 2 endroits, puisque ça a été montré par les sites de cette opposition armée. Il y a des groupes qui sont allés aux États-Unis rencontrer l'opposition contre Fidel Castro à Miami, contre le gouvernement cubain, et qui ont reçu une formation à Miami, et qui ont publié d'ailleurs des choses avec eux. Alors ça c'est assez comique, parce que au début, l'armée syrienne libre montrait qu'ils étaient révolutionnaires, et donc ils avaient avec eux des images de Che Guevara. Mais quand ils ont été voir les anticastristes, qui sont violemment contre Che Guevara et contre Fidel Castro, il a fallu ranger ces choses-là, et c'est pour ça qu'on ne les a plus vus après.
il y a un deuxième groupe qui est allé au Kosovo, où il a reçu une formation de l'UÇK, l'armée de libération du Kosovo, actuellement au pouvoir là-bas. Alors ça s'explique parce que l'UÇK avait été créé sur le même modèle que l'ASL, par l'OTAN à la fin des années 90, et avait reçu une formation en Turquie. C'est la Turquie qui sert de base arrière à tout ce petit monde. Et l'officier qui représentait l'état-major turc dans l'état-major de l'OTAN pendant la guerre du Kosovo, c'était Hakan Fidan, qui est maintenant le chef des services secrets turcs. C'est donc lui qui a organisé cette opération. Mais je ne pense pas que ça ait duré très longtemps, parce que c'était quand même compliqué de les envoyer au Kosovo. Alors là, on se souvient bien qu'il y a eu des journalistes qui se sont infiltrés en Syrie, qui sont entrés à travers les frontières, la frontière nord surtout, pour couvrir, soi-disant, les émeutes. Quelle est la vérité de ceux-ci? Pourquoi et comment ils sont venus? Bon, dans les médias occidentaux, on explique que voilà, il y a une révolution qui a lieu ici. Bon, eux, la seule chose qu'ils voient, c'est les images. Ils ne sont pas sur place. C'est normal qu'ils viennent vérifier. Mais le pays, à ce moment-là, la Syrie est assez fermée. Et comme elle ne sait pas qui sont ces journalistes, elle ne donne pas de visa. Donc, je pense tout à fait de bonne foi. Beaucoup de journalistes occidentaux ont cherché à rentrer clandestinement dans le pays. Et là, le cabinet de M. Erdogan en Turquie a organisé une sorte de tour opérateur. Donc il suffisait d'appeler le cabinet d'Erdogan et on se trouvait mis en contact avec des rebelles syriens qui allaient vous montrer ce qui se passe dans la vérité. Donc les gens arrivaient en Turquie, ils étaient pris en charge, on les amenait en voiture ou en moto souvent, à travers la montagne, en leur disant c'est dangereux, on passe ici, on passe là, donc eux ils ne savent pas où ils sont. Et en fait tout le monde atterrissait exactement au même endroit, dans un village dans la montagne, à la frontière avec la Turquie. Et dans ce village, eh bien, ils voyaient des gens très excités, on veut la chute du régime, etc. Aujourd'hui, de toute la région, les rebelles se sont donné rendez-vous pour un grand rassemblement. Devant nos caméras, ils veulent offrir une démonstration de force. Pour l'instant, nous défendons une révolution pacifique. Mais nous sommes en train de rassembler nos forces pour attaquer l'armée de Bachar à Damas. Sur le toit d'une maison, un jeune transmet via satellite en direct aux télévisions arabes. Alors, je dis il n'y a qu'un seul village, et ça c'est très facile à vérifier, parce que quand on lit les articles de ces journalistes dans des journaux de pays complètement différents, de toute l'Europe et des États-Unis, et également certains journaux asiatiques, mais de toute l'Europe et des États-Unis, quand ils décrivent l'endroit où ils se trouvent, ils décrivent le même endroit. Et ils disent, tiens, j'ai rencontré un tel, j'ai rencontré un tel. En fait, tout le monde se retrouve là. Ce village, c'est une sorte de village témoin. Alors, voilà, je ne sais pas comment on a réuni ces gens-là, si ces gens-là sont effectivement des opposants à la Syrie, ou si ce sont des gens qu'on a payés pour faire de la figuration, peu importe, mais ce n'est pas 1000 personnes qui vont représenter la totalité du pays. Oui, c'est comme une... comment on dit, c'est le plateau ou le théâtre de ce qu'ils fabriquent, c'est ça? C'est un théâtre. L'OTAN avait utilisé la même technique lors de la guerre intentée par la Géorgie contre l'Ossétie, contre la Russie en fait, où il y avait un village témoin qui avait été créé comme ça en Géorgie pour montrer que voilà, c'était les Géorgiens qui avaient raison dans cette histoire. Bon. Donc on a utilisé la même technique là. Et
l'affaire s'est dégonflée quand un journaliste espagnol qui était là, discutant avec les responsables de la révolution sur place, a reconnu Abdelhakim Bellage en face de lui. Donc il l'a raconté dans son journal, ça a été repris par d'autres. Les autres journalistes qui étaient là l'ont raconté à nouveau, y compris en France, le Figaro l'a raconté. Et on a fermé le village et puis on a trouvé autre chose. Oui. Mais pendant plusieurs mois, je pense de manière sincère mais crédule, les journalistes occidentaux ont vraiment cru qu'il y avait une révolution ici. Alors, quelles étaient les étapes suivantes en Libye et en Syrie, surtout à l'ombre des manipulations médiatiques? Tout le dispositif militaire avait été conçu pour que, à un moment donné, la tension devienne extrême ici, que les gens se battent les uns contre les autres, on pensait que ça arriverait à grande échelle, et qu'à ce moment-là, l'OTAN puisse intervenir en disant « nous arrivons pour arrêter le massacre ». C'est comme ça qu'ils sont intervenus en Libye. En Libye, ils ont dit « nous intervenons pour protéger les populations civiles ». Ils ont tué 160 000 personnes, mais ils disent que c'était pour les protéger. En Libye, ils se sont appuyés sur l'opposition traditionnelle entre la Cyrénaïque et la Tripolitaine, qui étaient avant Kadhafi, en fait, deux États différents. Bon. Donc, quand il y a eu l'indépendance de la Cyrénaïque, que Benghazi a dit voilà, on s'est libéré, les gens de Benghazi ont refusé d'aller se battre à Tripoli. Ça ne nous regarde pas, ce qui se passe à Tripoli, c'est un autre pays pour nous. Voilà. Et il a fallu à ce moment-là que l'OTAN envoie des forces spéciales, puis finalement qu'ils bombardent, parce que jamais les Libyens n'auraient renversé Kadhafi. En Syrie, il n'y avait pas un éclatement régional comme ça. Donc la seule chose sur laquelle on pouvait s'appuyer, c'est les différences religieuses dans le pays n'étant pas suffisamment fortes. Les États-Unis ont prévu de lancer la bombe atomique médiatique, en fait. Ça consistait à la chose suivante. On aurait décroché les chaînes de télévision syriennes des satellites qui les relayent, et à la place, on aurait mis d'autres programmes, prétendument des mêmes chaînes, mais en fait fabriqués par l'OTAN, des programmes dans lesquels les autorités auraient annoncé qu'elles avaient perdu la guerre, qu'elles s'enfuyaient. On a même prévu des images de synthèse, où à partir d'images authentiques du président Bachar el-Assad, on avait monté les choses pour qu'on le voit prendre la fuite. Donc tout ça était prêt, et effectivement, l'OTAN a réussi à faire décrocher les télévisions syriennes d'Arabsat et de Nilsat. L'OTAN a effectivement installé de nouveaux signaux sur les satellites, mais n'a pas lancé le programme parce que la Russie s'y est opposée et que la Syrie a écrit au Conseil de sécurité à ce moment-là. لدي معلومات، اسمح لي انا بقرا بس بضطر اقراها من الورقه لانها وصلتني من الدوحه قبل الدخول الى الاستوديو ومن صديق اعلامي قطري. تفضل. على اطلاع تام بكل ما حدث في الاجتماعات التي تمت في قطر خلال الايام الماضيه قبل اجتماع اللجنه العربيه حول مساله وقف البث الاعلامي. وقف البث الاعلامي ناجم عن قرار اتخذته 4 مجموعات: المجموعه الدبلوماسيه، المجموعه الامنيه، المجموعه القانونيه، المجموعه الاعلاميه. المشكلة أساسا ما اسميناه سابقا الغرف السوداء، هي مجموعات عمل، يعني الغرف السوداء اسم إعلامي هندسي، لكن هي مجموعات عمل. مع وقف البث الإعلامي أو وقف البث التلفزيوني لقناة السورية والإخبارية سوريا الدنيا، هذا الوقف باللحظة التي يبث فيها سوف تشتغل الجزيرة والعربية ومجموعة القنوات التالية حتى أذكر لك إياها بالتمام التي مثلت في الاجتماع: الجزيرة العربية، المستقبل، BBC، CNN، فرانس 24، أورينت، بعض القنوات الدينية، الإخبارية السعودية، تلفزيون البحرين الرسمي، قنوات سوريا الشعب، بردة،
سوريا الغد، وثلاث أربع قنوات تركية كانت حاضرة يعني ممثلة عنها لهذه الاجتماعات الإعلامية. سوف يبدأ العمل على النحو التالي: إعلانات بالجزيرة بهذه القنوات عن انشقاقات مدنية وعسكرية، أفراد أو قطع عسكرية أو أجهزة أمنية أو شخصيات. أصوات، رح يتلقوا مكالمات أصوات مزورة لشخصيات سورية من كل المحافظات من المدنيين والعسكريين تقول أنها انشقت. ستعرض صور مكثفة قديمة لتظاهرات وأحداث، تمام، وأحيانا لمواجهات مسلحة، جزء منها ليس سوريا، يعني مش صاير بسوريا، مواجهات باليمن عسكرية أو صور أو بليبيا والى آخره على أنها في سوريا. ستبث أخبار عن استسلام قطاعات عسكرية وأمنية، وأخبار عن الاستيلاء على مطارات مدنية وعسكرية وعتاد عسكري ومباني وزارات. ستبث أنباء عن سقوط مدن كبرى وصغرى. ستبث أنباء عن مجازر. هناك ما كنا عم نحكي عليها من بضعة أشهر، المجسمات الضخمة للقصر الجمهوري القديم ولرئاسة الحكومة وإدارة أمن الدولة ومجمع المخابرات العسكرية الخارجية الداخلية الإعلام، ساحات أساسية الأمويين وغيرها، وساحات في حلب، مبنى الأركان العامة، مبنى التلفزيون، وبعض حوالي 8 مواقع في مدينة حلب أساسية، على أنها سقطت وأن يعني مسلحين دخلوا إليها وما إلى ذلك. سوف يعلن عن انشقاقات بأسلحة محددة، سلاح الطيران والبحرية، وبعض القطع حول مدينتي دمشق وحلب. سوف يعلن أنباء عن فرار مسؤولين وعائلاتهم برا وجوا من مدنيين وعسكريين. ستنشر أنباء، تتوج بنشر أنباء عن مغادرة رئيس الجمهورية للبلاد وأفراد من عائلته. طيب، هذا المشهد. الآن في ملاحظات وضعت وعممت على مجموع المحطات، جميعها هي التالية: كيف يجري تناول هذه الأحداث؟ أنه كلياتنا منزيعة بدفعة واحدة، يعني على طريقة البلاغ رقم 1، ولا بده يكون في تكنيك أو بعض صور التكنيك هي التالية. أولا، بعض المحطات ستبث وبعضها سينقل أنه قالت الجزيرة كذا، قالت قناة العربية كذا، قال مراسلنا كذا إلى آخره، عن بعض البعض. سوف تظهر بعض القنوات بمظهر التناقض، فالجزيرة تقول أنه سقطت حلب، العربية تقول لا، الأنباء لم تسقط حلب بعد، سقطت المنطقة الفلانية، انشقت القطعة الفلانية، فر المسؤول الفلاني، واحد بيكذب واحد بينفي، على قاعدة إثبات ثم نفي ثم إثبات ثم نفي، ليتحول جملة المفهوم إلى حقيقة أنه في مشكلة. أنا أخاطب السوريين الآن، إذا حدث مثل ذلك، أولا البث التلفزيوني السوري لن ينقطع بالمطلق، هو يبث على أقمار أخرى. مشاهدو القناة الفضائية السورية والقناة الإخبارية السورية، يرجى توليف أجهزة الاستقبال لديكم على الترددات الجديدة. القناة الفضائية السورية على التردد 11679 أفقي على القمر نايل سات، على التردد 12015 أفقي على القمر هوتبيرد. القناة الإخبارية السورية على التردد 11390 عمودي على القمر نايل سات. فبيدروا الناس من الآن الجميع يولف على باقي المحطات. 2، ذلك لن يحدث كله من أول الليستة لآخرها، كله افتراضي على الطريقة الليبية تماما. بليبيا قطعوا البث الفضائي عن التلفزيون الليبي وطالعوا المجسمات وبلشت لعبة الإعلام، المحطات سقط وإلى آخره، وفوجئوا الليبيين بذلك. نحن ما رح نتفاجأ، تمام؟ يعني ما بيتاكل واحد كفين غدر، كف الأول كف غدر، كف الثاني مو غدر، تمام؟ طيب، هذا لن يحدث كله. هذا الكلام يعني بالسياسة العجز الكلي، الفشل الكلي. هذا التصعيد الضخم، هذا محاولة نشر الفوضى في أكثر من منطقة، بل مع ملاحظة بدنا ننتبه لهون أنه يوجد مجموعات متنقلة، يعني لا حدا يخاف يقول في أعداد كبيرة وكذا إلى آخره، في أعداد من المسلحين نعم، بس في عملية تنقل، تمام، لإرباك الأمن، إرباك الجيش، بث الذعر والرعب في نفوس الناس. الوصول إلى قرار منع البث وتنفيذه يحتاج إلى مناخ. فهمت علي شو الفكرة؟ الآن يوجد تهيئة مناخ، تحضير، منحضر هذا المناخ، منوصل لليوم اللي بده ينقطع فيه البث وتبدأ الحملة الإعلامية، فبيصير المناخ جاهز 5 نجوم،
هذا المطلوب. بكل بساطة نقول ونوضح لكل الناس، أولا إذا قطع البث عن نايل سات وعرب سات هناك بث على أقمار أخرى موجودة. في إذاعات اللي ما لحق يولف بيفتح الإذاعة، ما رح يقدروا يقطعوا الإذاعات، هي ما بتنقطع معهم. اللي ما بيشاع عنده راديو ينزل على الشارع يشوف إذا في شيء بالشارع. En fait, cette opération a été décommandée devant la pression de la Russie et on se rappelle bien des vétos opposés au Conseil de sécurité. Quels détails pouvez-vous nous donner sur cette question et sur le combat de Baba Amr, surtout, où des Français étaient impliqués? Non. Alors, l'affaire de Baba Amr, elle est très importante pour deux raisons. D'une part parce que c'est la première fois que les takfiristes arrivent à créer un émirat islamique dans le pays, qui tiennent quelque temps, et d'autre part parce que quand cet émirat est tombé, la France s'est retirée du conflit. Alors, le Baba Amr, donc c'est un quartier de Homs, le quartier est déserté par ses habitants, il reste cependant une quarantaine de familles sur place, et le quartier vide est envahi par des takfiristes, et on constate à ce moment-là qu'il y a environ 3000 combattants qui arrivent à se regrouper à cet endroit-là. L'armée arabe syrienne encercle l'émirat islamique, et à l'intérieur, pour la première fois, on voit s'installer ce nouveau régime tel qu'il est pensé, soutenu par les puissances occidentales. Et c'est un régime qui n'a vraiment rien à voir avec la démocratie, puisqu'ils ont installé un tribunal révolutionnaire, et que ce tribunal révolutionnaire a condamné à mort par égorgement étant encerclé. Les puissances occidentales ont fait croire que le gouvernement syrien bombardait Baba Amr, et que voilà, c'était une sorte de nouveau Stalingrad. Alors, il y avait sur place des journalistes occidentaux. Donc, il y avait aussi deux journalistes citoyens qui se trouvaient sur place, des Syriens, qui étaient l'un et l'autre correspondants de grandes chaînes. Donc, Abou Saleh était rémunéré par Al Jazeera et par France 24, et puis Dany était payé par CNN et par je ne sais plus qui. Donc ces gens-là ont fait tous les jours des directs sur les chaînes internationales en expliquant que la ville était bombardée sans arrêt. Et quand on les voyait à l'écran, on entendait les bruits des bombardements, c'était très impressionnant tout ça. Sauf que ça n'est pas possible. Alors ça n'est pas possible parce que si on avait bombardé sans s'arrêter pendant je ne sais plus combien de temps ça dure, 1 mois et demi, Baba Amr, en fait, il n'y aurait plus de Baba Amr déjà dès la première semaine. Ensuite, je me suis rendu là-bas à la fin du siège, et voilà, j'ai pu constater qu'il n'y avait aucun bombardement, mais absolument aucun. Alors, qu'est-ce qui se passait en fait? Donc ces pseudo-journalistes avaient un certain nombre de trucages où voilà, ils faisaient du bruit pour qu'on entende des explosions, et puis ils brûlaient des pneus ils prenaient les pneus sur les toits des toits pour donner l'impression qu'il y avait les effets d'un bombardement. Someone behind camera talks to a doctor. In the corner we see little Nakham. When you are on air, you should tell Bashar God will punish you and then talk about his wife, okay? Let's rehearsal again. After some 30 minutes of waiting, the crew starts to get nervous. Let's call Al Arabiya maybe. For how long can we wait? No, we need Al Jazeera. While live on Al Jazeera, eventually, the girl will forget some details. God punish you, Bashar, and your children. In this footage, we see Dany, a Homs activist known for his exclusive reports from the very epicenter of the conflict. He's preparing to go live on CNN. He's relaxed and calm. And there is no shooting until he asks for it. So did you choose a target? No worries, just do it. So what should I say about Haldia?
Tell them there are some buildings collapsed, and we're taking bodies away. You say there could be as many as 200 dead just in the last hour or two? We have 200 dead in not 3 hours. In the first half an hour, we've got 40 dead. In the first half an hour. Le gouvernement syrien s'est retrouvé avec une grande difficulté. En fait, il pouvait donner l'assaut de Baba Hammer. Mais s'il donnait l'assaut, ça allait se terminer comme l'affaire de Hama en 82, c'est-à-dire par un très grand nombre de victimes. Et plus, il y avait à l'intérieur de Baba Hammer 72 soldats de l'armée arabe syrienne qui étaient eux-mêmes encerclés dans un centre commercial dans Baba Hammer. Donc ils auraient été parmi les victimes. Les autorités françaises avaient fourni à ces takfiristes un encadrement militaire avec des conseillers militaires. Je ne sais pas combien exactement ils étaient, mais certainement une vingtaine de conseillers militaires français étaient présents. Et ils leur avaient donné des armes, y compris des missiles Milan, ce qui était quelque chose d'extrêmement lumineux. On ne sait pas comment c'est arrivé là, et qui n'est fabriqué que par la France et l'Allemagne. Donc ce sont des missiles anti-chars avec une grosse nacelle. La France s'est rendu compte que le peuple syrien, après un moment d'hésitation, finalement ne marchait pas dans le plan qu'on avait écrit. Et que s'il y avait une attaque contre Baba Hammer, eh bien les 20 Français qui étaient là seraient tués et que peut-être on allait exhiber leur corps et qu'il y aurait des comptes à rendre sur les raisons de leur présence sur place, que là il y avait des preuves précises de l'implication française. Donc, comme en France, certains n'étaient pas d'accord avec ce qui se passait. Certains n'étaient pas d'accord déjà de ce qui se passait pendant la guerre en Libye, mais n'avaient pas été écoutés pendant la guerre en Libye. Ils ont été écoutés à ce moment-là en France. Et Claude Guéant, qui était ministre de l'Intérieur, a appelé son homologue ici, le général Seif Chaukat, qui se trouvait être responsable du siège de Baba Hammer. Et il lui a proposé de trouver une solution à la crise. Le général Chaukat a accepté et il y a eu une négociation entre les deux parties. À ce moment-là, Claude Guéant a envoyé un émissaire français, un officier du renseignement intérieur français, à Baba Hammer pour négocier, et le gouvernement syrien m'a demandé d'assister à cette négociation en tant que tiers de confiance pour qu'il n'y ait pas d'incompréhension entre les deux parties. Donc moi je peux attester que ça a bien existé cette chose-là. Un accord a été conclu entre les deux parties et on a donc décidé que on laisserait un passage pour que les officiers français puissent sortir, emmener avec eux un petit groupe comprenant les journalistes étrangers, et que une fois qu'ils seraient sortis, certains leaders du groupe sur place se rendraient et qu'on organiserait l'arrestation des gens, mais pas de massacre. Et ça a eu lieu comme ça. En fait, il y a eu très peu de combats, il y a eu une quarantaine de morts, mais certainement pas plus, alors qu'il aurait dû y en avoir 1000. La France, à ce moment-là, avait pris l'engagement de se retirer définitivement du conflit, et cet engagement de Nicolas Sarkozy a été tenu par Nicolas Sarkozy. Ça a débouché sur la conférence de Genève 1, mais vous savez, Nicolas Sarkozy a perdu les élections en France. Écoutons ce petit passage sur la conférence de Genève 1 et nous poursuivons notre débat. L'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, est nommé émissaire conjoint des secrétaires généraux de l'ONU et de la Ligue arabe.
Avec la Russie et les États-Unis, il convoque la conférence de Genève le 30 juin 2012 pour y fixer le processus qui conduira à la paix. Tous les membres permanents du Conseil de sécurité y participent. Cette conférence de Genève conclut que l'administration de Bachar el-Assad restera en place, mais que son gouvernement devra intégrer des éléments de l'opposition. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce propos? Pourquoi? Quel était le rôle de chaque parti? Le gouvernement français de Nicolas Sarkozy avait pris l'engagement de se retirer de la guerre. Les États-Unis constataient que l'ensemble du dispositif était en train de s'effriter de partout. Donc les États-Unis ont commencé à discuter avec la Russie sur une sortie de crise. Mais le problème des États-Unis, c'est que d'abord, ils ne voulaient pas que ça leur coûte quoi que ce soit à la sortie de la crise. Et ensuite, par rapport à leurs objectifs initiaux, ils voulaient pouvoir gagner quelque chose. Même s'ils avaient perdu la guerre, ils voulaient gagner certains de leurs objectifs. Donc dans la négociation avec la Russie, ils ont dit « Ok, nous sommes prêts à laisser une partie de l'espace proche-oriental à la Russie, à partager avec la Russie cette région, mais à la condition que la Russie partage aussi avec nous le fardeau de la sécurité israélienne. Parce que c'est une chose effrayante pour les États-Unis de voir que leur alliance avec Israël s'est transformée progressivement et que sous George Bush, on voit que ce n'est pas les États-Unis qui protégeaient Israël, c'est Israël qui décidait à la place des États-Unis. Donc, Barack Obama voulait se sortir de ce tête-à-tête avec les Israéliens, et au fond, pour lui, la meilleure solution, c'était que la Russie se porte garante de la sécurité d'Israël en même temps que les États-Unis. Et c'était possible parce que en Israël, il y a 1 million de personnes qui sont originaires de l'ancienne Union soviétique, même s'ils sont considérés comme des citoyens de seconde zone en Israël, mais ils sont présents. Donc, dans cette optique, les Russes et les États-Unis ont signé l'accord de Genève 1 qui prévoyait qu'on allait vers la paix en Syrie, mais on allait en même temps vers la paix en Palestine. On définit juste les grandes lignes et pas du tout les détails. Ça restait à faire dans les mois suivants. Donc on s'attendait à ce que la guerre ici, elle aille déclinante dans les mois suivants, et puis que les deux grands s'entendent sur le détail après de la paix. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Alors, lors de la conférence de Genève 1, on a bien vu qu'on va parvenir à une paix régionale. Et un des objectifs, on avait bien vu dans les précédentes émissions un des objectifs de la guerre, c'était le pétrole et le gaz. Alors pourquoi ces deux éléments ne sont pas mentionnés dans les clauses de la conférence de Genève? Eh bien précisément parce que il n'y avait pas du tout d'accord là-dessus, et c'est même une des raisons pour lesquelles la guerre a rebondi. En fait, les États-Unis avaient déjà une connaissance très précise de ce qu'il y avait dans le sous-sol syrien, mais non seulement eux, mais aussi les Français et les Britanniques, et les Israéliens, bien sûr, mais pas les autres États. Tout au long de la première partie de la guerre, mais aussi de la seconde, la question du gaz et du pétrole était toujours discutée sous la table, mais toujours présente. Par exemple, au moment de la conférence de Genève 1, il y a eu la création d'un groupe de travail des Amis de la Syrie, avec un budget très important. Je crois le secrétariat permanent du groupe, c'était 1,2 million d'euros par an. Un groupe de travail sur le développement économique de la Syrie future. En fait, ce groupe de travail, c'était exclusivement le partage
des ressources de gaz et de pétrole de la Syrie aux États qui, grâce à l'OTAN, allaient pouvoir dominer le pays. Ce groupe s'est réuni aux Émirats arabes unis sous présidence allemande. Et le secrétaire général du groupe était un Syrien, membre de la coalition du Conseil national syrien et ancien cadre de British Gas. Alors ce monsieur, c'était le spécialiste de l'application des règles de la guerre à l'extension du marché du gaz pour le compte des Britanniques. Il a écrit, c'est sa formation, il est spécialiste de ça. Donc les grandes puissances occidentales avaient commencé à se partager le gâteau avant de l'avoir emporté. Oui. Hein. Mais ça, vous n'en avez pas entendu parler, probablement dans les médias ici, ni dans les médias occidentaux. Ça n'était publié que dans des journaux très spécialisés, soit consacrés à l'économie, soit consacrés au pétrole et au gaz. Par la suite, ça a continué. Quand Cheikh Mouaz Al-Khatib est désigné comme président du Conseil national syrien, bon, on nous raconte, c'est un prêcheur, etc. D'accord, mais c'est surtout sa formation. Il est géologue et sa formation, c'est un lobbyiste de Shell. Et il était venu ici plusieurs années auparavant pour représenter les intérêts de Shell. Oui, ce sont des choses qu'on ne sait jamais peut-être. Oui. Donc la question des hydrocarbures reste toujours dans l'esprit des Occidentaux durant toute la guerre. Le gouvernement syrien, lui, n'avait qu'une partie des éléments dans les mains. Et la Russie n'en avait pas plus que les Syriens. La Chine non plus. Donc, quand on a négocié Genève 1, on ignorait des choses qu'on a appris depuis. Puisque depuis, le gouvernement syrien a obtenu, en fait, à l'été 2013, a obtenu les informations qui lui manquaient, et ça, vous n'avez jamais entendu parler de ça, mais j'ai interrogé Imad Chouibi qui va vous expliquer exactement comment les Occidentaux avaient la connaissance détaillée de ce qu'il y a dans le sol syrien, et ça va vous expliquer à la fois ce qu'ils se sont partagés en secret dans notre dos, à tous, et d'autre part, ça explique certains combats qui ont eu lieu en fait dans le deuxième semestre 2013, dans des régions où on ne voit pas quels sont les enjeux, mais quand les Occidentaux ont su que les Syriens avaient eu connaissance des mêmes choses qu'eux sur ces réserves, les Occidentaux ont porté des combats à des endroits qui doivent être des centres d'exploitation futurs. Voilà. Oui. Alors écoutons votre entretien avec Imad Chouibi pour justement bien connaître ce que vous venez de nous expliquer. جاءت لمسح منطقة الساحل السوري شركة نرويجية تدعى أنسس. هذه الشركة قامت بالتعاون مع الشركة السورية للنفط بعملية المسح في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وبعد ذلك سلمت المعطيات المسح لشركة نرويجية أخرى اسمها ساجكس. هاتان الشركتان انتهتا إلى أن هنالك 13 حقلا نفطيا، وتحدثت عن بعض الجيوب للغاز. الشركتان من المفترض أنهما قامتا بمسح ثنائي أبعاد، ولكن حسب المعطيات التي توافرت لاحقا والتي أخفيت كانت الشركتان قد قامتا بما يشبه 3 أبعاد، لا أقول 3 أبعاد تماما، وباتت تعرف بأن هنالك مخزونا من الغاز يترافق مع الحقول 14
من النفط موجودة على الساحل السوري. تداخلت شركات أجنبية كشركة شيل وشركة توتال، كانت تحاول أن تقنع السوريين بأن يقيموا مناقصات على 4 بلوكات في البحر، بينما كان الأمر يحتاج إلى عشرات البلوكات. في هذه الحالة لم تتقدم إلى شركة واحدة. تأجلت المناقصة إلى عام 2011 وحصل ما حصل في سوريا. أما كيف عرف الأمريكيون بذلك فهذه نكتة يعني تستحق أن نضحك عليها كثيرا، لأن شركة أمريكية تدعى فيريتاس CGG مقرها لندن، وهي شركة فرنسية أمريكية اشترت شركة أنسس التي قامت بالبحث، وأصبحت هي المتعاقدة مع الشركة السورية للنفط. وفي هذه الحالة تتبدى لعبة الطاقة في الشرق المتوسط. إسرائيل بدأت بعمليات التنقيب، وبعد قليل ستبدأ عمليات أيضا التصدير، لأنها قد أقرت تصدير نحو 40% من منتوجها. المناقصة بدأت في لبنان، توافد عليها 54 شركة ل25 دولة، وهذا يعني أن لبنان إلى استقرار. السؤال المركزي: لماذا سعرت الحرب في سوريا؟ ربما لوضع اليد على كل هذا المخزون، وربما أيضا لتأخير الإنتاج السوري من الغاز ومن النفط أيضا، حتى تستطيع إسرائيل أن تبيع نصف مخزونها على مدى 10 سنوات بسعر عال، لأنه عندما يكثر العرض تقل الأسعار. وخصوصا إذا ربطنا هذا الأمر مع سعر الدولار الذي يسعر المنتوج المشتقات النفطية أو حتى النفط أو حتى الغاز فعليا بالشكل الخام، أستطيع أن أقول في هذه الحالة بأننا أمام ما يشبه المعركة الكونية على الطاقة في منطقة شرق المتوسط، كان محورها سوريا. Oui, alors on a bien entendu ce que vient de dire Monsieur Chouaibi. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en conclusion? Je pense qu'il faut maintenant regarder tout ce que nous avons dit depuis la première émission. Donc, nous savons que les États-Unis ont décidé de détruire la Syrie depuis 2001, qu'ils devaient le faire en même temps que la Libye. Nous savons que les États-Unis ont attaqué ce pays déjà par 2 fois, en fait, en 2005 en assassinant ou en faisant assassiner Rafik Hariri, en 2006 en attaquant le Liban, et puis donc simplement finalement en 2011 à travers une révolution qui n'existait pas, mais grâce à des commandos sur place qui pouvaient donner l'impression qu'il se passait quelque chose de grave dans le pays. Ensuite, nous avons vu que cet énorme dispositif déployé ici a échoué. Et il a échoué pourquoi? D'abord parce que le président Bachar el-Assad a su, au cours des années précédant la guerre, négocier des alliances très fortes avec plusieurs États qui sont venus au secours de la Syrie quand celle-ci s'est trouvée attaquée, et que le président Bachar el-Assad a su préparer l'armée arabe syrienne pour que elle puisse tenir pendant une guerre classique de 5 ans. Le président Assad a été déstabilisé au début de la guerre par la méthode choisie par les Occidentaux. Et il ne pouvait pas en être autrement, puisque c'était la première fois que les Occidentaux agissaient de cette manière. Mais en moins d'1 an, il a rétabli la situation, et le peuple syrien
a commencé à se rendre compte que tout ce qu'on lui racontait, ça n'était pas exact. C'était soit exagéré, soit complètement faux, mais en tout cas, ça n'était pas exact. Bon. Le pays a tenu parce que l'armée arabe syrienne, quant à elle, n'a jamais douté, en fait. Elle a toujours défendu le pays, voilà, par principe. Peu importe que ce soit pour la victoire ou pour la mort, par principe, elle a défendu ce pays. L'exemple qu'il y a là, aujourd'hui, est étudié dans de nombreuses académies militaires, alors que cette guerre n'est pas terminée. À l'été dernier, une très grande compagnie qui organise une fois par an un congrès pour l'état-major britannique et des responsables des forces de l'OTAN à Londres m'avait sollicité pour aller faire un exposé sur comment l'armée arabe syrienne a réussi à répondre à cette offensive. Alors bon, évidemment, j'y suis pas allé, mais le fait est que déjà les académies militaires et les spécialistes étudient cette manière incroyable qui fait que ce pays a résisté à cette première vague. Maintenant, l'accord qui avait été conclu à Genève 1 n'a pas été respecté ni par la France d'abord, ni par les États-Unis après. Et la guerre a rebondi, nous verrons ça là. L'exemple syrien est désormais un cas d'école. Pour la première fois, les puissances occidentales ont livré et perdu une guerre de 4e génération. La conférence de Genève 1 semblait prendre le chemin de la paix. Il en fut pourtant autrement. Une seconde guerre plus terrible encore allait s'abattre sur notre pays. Ce sera le sujet de notre prochaine émission. Au revoir.